Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de notre conférencière invitée, Flore Avellino, sur les dynamiques de pouvoir dans l'innovation sociale transformatrice. D'abord, je m'appelle René Audet, c'est moi qui animerai ces discussions pour la prochaine heure. Et avant de vous présenter notre invité, j'ai quelques informations à vous transmettre. Donc, comme vous le savez, nous sommes en mode webinaire et donc vous pourrez, dès maintenant même, inscrire vos commentaires, vos questions dans la boîte de discussion qu'il y a à la droite de l'écran et tout va se passer sur le fil de discussion. Nous récupérerons vos questions pour les poser à notre invité. Nous aurons d'abord une présentation d'une dizaine de minutes de Flore et par la suite, là, nous restera quand même pas mal de temps et l'objectif sera de faire une grande place aux discussions, aux échanges. On fera de notre mieux pour faire avec le fait que c'est par écrit dans la boîte de discussion, mais j'essaierai de transmettre aussi vos commentaires, pas seulement vos questions. La conférence sera enregistrée, elle sera rediffusée. En fait, elle sera accessible sur la plateforme conférence jusqu'au 30 avril 2021 en anglais et en français. Alors, je passe maintenant à la présentation de notre invitée, Flore Avellino, qui est chercheuse, maîtresse de conférence au Dutch Research Institute for Transitions, DRIFT, de l'Université Erasmus à Rotterdam. Flore s'intéresse aux politiques de transition durable. Hein, c'est une traduction de Sustainability Transitions. Ici, on dit plutôt souvent transition écologique ou socio-écologique. Elle s'intéresse à l'innovation sociale transformatrice, comme on le verra dans son exposé. Et elle se spécialise dans le rôle qu'exerce le pouvoir et l'empowerment dans les processus de changement social. Elle porte aussi un intérêt empirique et personnel particulier pour les réseaux et les mouvements sociaux dits translocaux qui luttent pour des communautés et des sociétés plus justes et plus durables partout dans le monde. Elle est l'auteure de nombreux articles. Son travail est toujours bien fondé à la fois dans la recherche empirique et dans la réflexion théorique. Je dirais aussi qu'elle fait partie de celles et ceux qui ont défié le courant des Sustainability Transitions pour que la notion de pouvoir y prenne une place plus centrale. C'est une chercheure que j'admire et qui m'inspire beaucoup dans mes recherches. Et donc, c'est avec plaisir que je vous présente Flore Avellino et que j'invite donc à donner sa présentation. Thank you very much for Merci that. beaucoup pour cette introduction. René, c'est un honneur pour moi d'être ici et de parler du pouvoir et des relations de pouvoir. Je vais partager mon écran pour vous faire un résumé de ma présentation. Et puis, je trouve que c'est important aussi de montrer des images pour être le plus bref possible. Donc, c'était une vidéo de 40 minutes. Comment le résumer en 10 minutes? Commençons avec notre définition de l'innovation sociale. C'est important d'en parler dans le cadre de cette conférence. C'est une façon de changer les relations sociales, de changer les façons de faire, de penser et d'organiser. Si on prend l'exemple des communautés écologiques, ils produisent l'énergie de façon décentralisée, c'est innovateur de façon technologique, c'est socialement novateur aussi parce que ça s'accompagne de nouvelles relations entre consommateurs et producteurs, citoyens, gouvernements. D'autres exemples sont l'économie du partage, mais aussi des budgets participatoires, participatifs, où les citoyens sont directement impliqués dans les décisions sur comment on dépense les budgets municipaux. Aussi, un point de départ pour la recherche transformative, c'est que vous s'attaquez aux défis. L'innovation est nécessaire, mais non suffisante. L'innovation technologique est insuffisante, mais l'innovation sociale aussi.
Pour s'attaquer à ces défis, nous avons besoin d'un changement transformateur, systémique. Donc, en recherche sur la transition, nous nous intéressons à comprendre comment l'innovation sociale peut contribuer à cette transformation. Donc, nous avons vu que l'innovation sociale peut être transformatrice dans la mesure où il euh, altère, remplace ou si nous retournons à l'exemple des communautés qui produisent leur propre énergie, c'est novateur de façon technologique et sociale, mais c'est seulement transformateur lorsque on remet en question les systèmes sur lesquels il repose le capitalisme extractif débridé. Donc, pour faire cette contestation, cette altération, ce remplacement, nous devons voir aussi les relations de pouvoir profondément ancrées dans l'inégalité, l'oppression, l'exclusion, l'exploitation, l'extraction, l'injustice. Nous devons voir comment, si ces choses, les reproduisent et qu'est-ce qui est intentionnel et les implications involontaires des innovations sociales sur le pouvoir. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que le pouvoir est un concept très contesté. Une des choses que j'ai fait au cours de ma recherche est d'identifier les contestations sur le pouvoir. Est-ce que c'est le pouvoir sur, le pouvoir de, un pouvoir contraignant ou facilitant, et ainsi de suite. Donc, dans mon vidéo, j'ai évoqué 2 exemples et ici, j'en présenterai un autre. Et la question est de ne pas choisir un côté, mais de prendre une approche dialectique où nous reconnaissons ces différentes perspectives. Donc, si on prend l'exemple, voici la publication récente où nous élaborons sur ces différentes contestations et les questions empiriques que nous pouvons formuler si nous étudions les processus d'innovation sociale. Quelles sont les questions empiriques que nous posons? Pour donner l'exemple de habilitant ou pouvoir habilitant versus contraignant, certains disent, des théories du pouvoir voient le pouvoir différemment. Davis dit que, dans son sens le plus général, le pouvoir est le pouvoir qui sert de médiateur entre les résultats souhaités ou voulus par les acteurs sociaux et la réalisation effective de ces résultats dans leur pratique sociale quotidienne. Foucault dit le contraire. Il dit que les individus sont les vecteurs du pouvoir, et donc que le pouvoir est automatisé et désindividualisé parce qu'il y a des structures matérielles et idéologiques qui créent et maintiennent une relation de pouvoir indépendante de la personne qui l'exerce. On pourrait parler longtemps sur le choix de qui a raison, mais il est plus intéressant de voir comment les deux montrent différentes dimensions du pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'habilitation et la contrainte. Donc, au sein de ces désaccords, il y a quand même un consensus du fait que le pouvoir est une relation sociale. Deux types de relations émergent. On peut avoir du pouvoir sur un autre acteur ou on peut avoir plus ou moins de pouvoir qu'un autre acteur. Et je crois que dans beaucoup d'études sur l'innovation, il y a beaucoup d'emphase sur le pouvoir comme capacité, avec la question de qui en a plus ou moins, et moins sur la question des contraintes. Et nous devons regarder les deux. Il y a une troisième forme de relation de pouvoir, et c'est lorsque les acteurs peuvent avoir différentes sortes de pouvoir. Et c'est très important parce que ces relations de pouvoir peuvent coïncider, mais pas nécessairement. Pour donner un exemple, si vous avez plus de pouvoir que moi en termes absolus, ça ne veut pas dire que vous avez du pouvoir sur moi.
parce que je pourrais exercer une sorte de pouvoir que vous n'avez pas, ce qui peut me donner un certain niveau d'indépendance. Cette distinction est cruciale pour comprendre comment l'innovation sociale peut émerger et arriver. Donc, si on pense à comment distinguer les différentes formes de pouvoir, on peut regarder les différents types de ressources ou de capital qui sont mobilisés. L'argent, le pouvoir économique, le pouvoir géopolitique, idéologique. Il y a différentes sortes de pouvoirs en ce sens. Mais d'une autre façon de distinguer différents types de pouvoirs est de regarder les relations que le pouvoir porte sur le changement. Et après, on peut regarder le pouvoir de renforcement comme une capacité de reproduire les structures existantes, mais aussi le pouvoir innovant comme la capacité à préfigurer d'autres façons de faire. Et finalement, le pouvoir transformateur, de remettre en question les structures. Ici encore, je, je crois que ceci implique différentes choses de façon qualitative. On pense au pouvoir comme quelque chose qui est neutre, comme l'argent. On en a peu ou beaucoup et on peut décider ce qu'on peut faire. Est-ce que je l'utilise pour le changement ou pour protéger le statu quo? Ce que je dis, moi, c'est que ces formes sont différentes. On peut exercer beaucoup de pouvoir de renforcement, mais ce n'est pas la même chose que l'exercice d'un pouvoir transformateur. On utilise différents types de verbes, mais c'est différent selon le contexte. Lorsqu'on parle de l'innovation sociale transformatrice, on regarde l'interaction entre ces différents types de pouvoirs. Ceci veut dire aussi que l'innovation sociale transformatrice est paradoxale parce que lorsqu'on parle d'innovation communautaire énergétique ou d'autres types d'innovation, pour qu'il y ait un impact transformateur, il faut que la société l'intègre. Mais dans ce processus, les innovations perdent un peu de leur nouveauté et courent le risque de reproduction des structures qu'ils voulaient contester. Ce paradoxe est au cœur de la recherche en innovation sociale transformatrice. Certains chercheurs ont dit que les innovations les meilleures sont celles qui peuvent traduire les innovations dans le contexte général, mais qui nourrissent aussi et défendent leur noyau radical. Ils sont prêts pour cette dialectique de l'innovation. Ils ont un répertoire de stratégies diverses pour faire face à ces paradoxes. Une grande question qui émerge pour moi, c'est comment les innovations sociales qui visent à contribuer les transitions justes en matière de durabilité peuvent-elles acquérir plus de pouvoir tout en conservant leur potentiel de transformation? Je suis convaincue que la recherche sur l'innovation sociale doit s'engager plus explicitement dans les discussions et les théories séculaires sur le pouvoir pour répondre à cette question. Pour conclure, dans mon vidéo, j'ai commencé en disant que la question du pouvoir transformateur est au cœur de plusieurs disciplines. Et j'aimerais souligner le fait que je crois vraiment que pour comprendre ces questions et répondre à ces questions, nous avons besoin d'un dialogue plus intersectionnel, non pas seulement entre l'innovation sociale et les études sur le pouvoir, mais d'autres domaines comme la justice environnementale, les mouvements sociaux, l'économie sociale. Je ne me considère pas experte dans tous ces domaines, mais je me trouve à collaborer ou à vouloir collaborer avec ces chercheurs et à partager mon intérêt sur comment l'innovation ou l'action préfigurative peut contribuer au changement et quel est le rôle par rapport à la politique. Donc, ensemble, avec plusieurs collègues, nous essayons de faciliter ces dialogues inter- et transdisciplinaires
dans plusieurs projets, par exemple Vital Cities and Citizens, un projet sur l'énergie, la transition énergétique. Et récemment, nous avons pris l'initiative de commencer une série d'événements sur les transitions durables et justes, où nous essayons de briser avec la logique pour explorer l'intersection entre différentes perspectives disciplinaires sur les inégalités et comment y faire face. En conclusion, notre premier événement aura lieu demain, donc, et le prochain événement aura lieu le 22 avril, où Jenny Stevens parlera de son prochain livre, Pourquoi nous avons besoin d'un leadership féministe et antiraciste dans la pensée sur le changement climatique. Je vous invite à participer là-bas et j'aimerais aussi vous remercier pour votre attention et j'attends vos questions et commentaires avec joie. Merci beaucoup, Flore. Thank you very much. Je vois tout le monde vous applaudir de leur écran d'ordinateur. Il y a déjà une question dans le chat, une question double en fait, qui vient d'un autre de nos invités spéciaux, de nos conférenciers invités, c'est Jean-Baptiste Comby, qui s'interroge sur le potentiel de transformation des institutions qui ne sont pas innovantes. Par exemple, le syndicalisme, où on a parlé ce matin dans une autre conférence plénière de l'État, comment transformer l'État. Donc, est-ce qu'il est possible aussi que ces institutions, comme vous le dites vous-même, challenge, alter and replace l'ordre actuel? Alors, c'est la première question de M. Comby, et puis je vais vous laisser répondre pour aborder la deuxième par la suite. Yeah, thank you very Oui, much. merci beaucoup. Je pense que c'est une des questions les plus importantes. Et j'ai été regarder les écrits là-dessus. Merci beaucoup pour cette suggestion. Je regarde un article sur comment les mouvements environnementaux sont liés aux luttes de classe et aux inégalités. Pour répondre à la question de façon très brève, je dirais que oui, absolument. Les mouvements alternatifs, les initiatives qui ne sont pas nécessairement, qui ne parlent pas nécessairement d'innovation, peuvent vraiment remplacer des structures quand même. Et je pense que sans celles-ci, il serait impossible donc, de revendiquer. La question est oui. En même temps, il y a plusieurs niveaux à cette question. D'un côté, je crois que parfois, nous devons reconnaître un peu plus le politique dans le préfiguratif. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde des mouvements d'innovation sociale transformatrice et d'autres mouvements préfiguratifs, on peut les voir comme apolitiques, ou c'est une critique valide. Et il y a beaucoup d'éléments apolitiques, mais il y a quelque chose de politique dans la vie de tous les jours. Et c'est ce dont notre collègue parle, Lara Monticelli, qui a écrit un article magnifique sur les alternatives au capitalisme, l'incarnation des alternatives, et qui a une façon, des mouvements sociaux préfiguratifs de faire. Il y a quelque chose de très politique à produire sa propre énergie. Ça peut être une façon de protester un refus de cette consommation dans le système existant. Il y a une composante politique et c'est important de reconnaître le potentiel transformateur là-dedans. En même temps, je pense également que nous avons besoin d'une protestation explicitement politique et de collaboration stratégique. Et je crois que c'est problématique.
si ceci est absent. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, j'ai beaucoup de questions et je pourrais continuer longtemps, mais je voudrais attendre pour voir s'il y a d'autres questions. Merci. En fait, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs questions qui découlent de cette première question. Et, et là, vous avez terminé en parlant plutôt des innovations sociales. Alors, je pense que la deuxième partie de la question de Jean-Baptiste Comby portait un peu là-dessus aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un manque de compréhension de la part des innovations sociales de la complexité des enjeux de domination, puis en fait des enjeux de pouvoir plus simplement? On sent dans votre présentation puis dans votre approche qu'il y a donc plusieurs types de pouvoir et le pouvoir a plusieurs volets, plusieurs dimensions. Donc, il y a une certaine complexité. Et est-ce que vous constatez que les initiatives d'innovation sociale ou transformatrices que vous étudiez comprennent ces enjeux-là et peut-être même, je vous amènerai plus loin, s'ils ne les comprennent pas, comment est-ce que vous peut-être essayez de les conscientiser à ces aspects? Yeah, so again, I think there's 3 answers to that Encore une question. fois, il y a 3 réponses à votre question. Premièrement, absolument oui. C'est un manque de compréhension du pouvoir en politique, mais pas seulement au sein de l'innovation sociale transformatrice. C'est un phénomène général. Je vois ceci, j'observe ceci dans le travail que nous faisons, dans le travail aux Pays-Bas, ici, dans le contexte où je travaille, qu'il y a un tabou à propos du pouvoir. C'est un pouvoir teinté négativement ou trop empreint de militantisme. Et nous avons besoin d'une conversation beaucoup plus explicite sur le pouvoir. Nous avons besoin d'un vocabulaire aussi du pouvoir. Ça devrait être enseigné à l'école pour que tous sachent en parler, parce que ça fait partie de la vie. Il y a aussi beaucoup trop de tendances dans les mouvements utopistes d'imaginer un monde où il n'y a plus d'inégalité de pouvoir. En tant que politologue, je ne crois pas en un futur où il n'y aura plus de pouvoir. Je pense que nous devons devenir, avoir plus de maturité pour voir comment on les prend en compte et qu'ils soient le moins oppressifs possible, comment est-ce qu'on les conteste. Et il y aura toujours ces défis. C'est un défi généralisé, l'incompréhension des relations de pouvoir. Mais lorsqu'on regarde la recherche sur l'innovation sociale transformatrice, d'un côté, si on regarde les études terrain dont je parle dans mon vidéo et dont j'ai un peu parlé ici, je suis d'accord pour dire que c'est vraiment sur le préfiguratif. Deux niveaux, il y a 2 niveaux. Nous devons regarder ces types de cas et de façon aussi plus active, voir les implications non intentionnelles. Par exemple, l'économie du partage. Donc, regardez les cas problématiques comme Uber et Airbnb. Il y a une tendance de dire oh, c'est pas bon, donc c'est pas de l'innovation sociale maintenant. Et je crois que c'est problématique, cela. De penser que c'est problématique n'est pas une raison d'arrêter de les étudier. Et donc, dans mes recherches futures, j'espère regarder ces cas de façon beaucoup plus en détail, les cas de Airbnb et de Uber, et de faire attention aussi aux mouvements de contestation qui s'érigent contre Uber et contre Airbnb, qui sont à l'intersection aussi avec des mouvements de logements sociaux. Nous devrions aussi regarder d'autres cas, d'autres études, non seulement d'énergie communautaire ou de budget participatif, mais d'autres mouvements, et de voir en quoi ils utilisent l'innovation sociale préfigurative. J'ai donné l'exemple des guerriers de tiny house, de petites maisons, mini-maisons, qui utilisent des aimants spécifiques des mini-maisons, qui est quelque chose de classe moyenne, mais un mouvement de contestation peut l'élargir à la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, pour se permettre de contester
et d'avoir une action politique. Donc, c'est à deux niveaux. Regardez différents types de cas et regardez aussi les cas qui existent de façon différente. Peut-être une parenthèse pour vous permettre d'aller plus loin. Est-ce que j'ai entendu, je pense, dans votre présentation, à la fin, dans la présentation que vous avez enregistrée, l'expression Power Labs. Est-ce que j'ai bien entendu? Qu'est-ce que vous faites dans les Power Labs, justement, pour travailler cette question-là? Well, we're currently right in the Alors, middle. nous sommes en plein dans le design d'un Power Lab. Et donc, nous avons fait un test. C'est un grand défi. Il y a tellement de choses à dire. Une des choses, j'aimerais parler à un niveau méta, ce que nous cherchons à faire dans ces Power Labs, est de prendre une approche dialectique. C'est pas seulement de dire comment est-ce qu'on peut avoir l'empowerment pour devenir transformatif, mais de faire attention aux inégalités qui émergent à travers les dynamiques de pouvoir et ne pas rester là non plus avec une dépression latente suite à l'analyse de ces dynamiques, mais de traverser cela. Et spécifiquement, notre idée est de se concentrer sur des partenariats stratégiques. C'est donc le pouvoir avec quel nouveau partenariat stratégique entre les syndicats et les mouvements environnementaux, par exemple, ou entre les municipalités et des initiatives communautaires. Quel partenariat stratégique pourrait voir le jour pour défier et contester le statu quo. Je pourrais vous donner des détails sur les techniques participatives et c'est vraiment en phase expérimentale. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur la méthode de tout ça, la méthodologie. Mais il y a une grande quantité de questions qui apparaissent dans le chat. Vous devez savoir qu'il y a un chat en anglais, un chat en français, donc j'essaie du mieux possible de suivre les questions et vous les transmettre. Il y a une question de mon collègue Paul-André Lapointe de l'Université Laval qui se demande quel rapport vous établissez entre le pouvoir et les hiérarchies statutaires, par exemple, le genre, la race. Et peut-être que j'ajouterais moi aussi là-dessus en disant, est-ce que présentement, tout le renouvellement de la théorie de la justice, justice sociale, environnementale et épistémique, qui est le thème du colloque, qui met de l'avant la notion de domination. Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que la domination est moins importante parce que vous rendez plus complexe le concept de pouvoir? Parfois, est-ce qu'on est en train de sortir d'une dualité entre dominant et dominé avec le traitement que vous faites de la notion de pouvoir? Je pense que vous la complexifiez, effectivement, mais est-ce que ça a pour effet de sortir disons, de moins mettre en évidence les dynamiques de domination? Thank you very much for that question. Merci beaucoup pour la question. Je crois que j'en ai saisi assez pour comprendre. Donc, comme je disais, je crois que la littérature sur la justice environnementale et la justice sociale est très importante pour adresser la question du pouvoir et des relations de pouvoir. Et je me sens un peu frustrée que je ne suis pas spécialisée là-dedans avant. C'est un domaine que j'apprends à connaître maintenant. Et je crois qu'on pourrait combiner ces deux aspects. Et on devrait
voir comment ces hiérarchies de pouvoir peuvent être différentes en termes de conséquences non intentionnelles dont j'ai parlé. Il y a des intentions émancipatoires. On peut parler des inégalités de pouvoir entre les générations futures ou entre jeunes générations et vieilles générations, entre classes sociales aussi par rapport au futur que nous allons laisser. Et donc, il y a beaucoup de conséquences non intentionnelles. D'un côté, elles sont un peu mélangées, c'est l'objectif de l'intersectionnalité, mais nous devons voir que si on veut en améliorer une, il peut y avoir une conséquence non intentionnelle pour en endommager une autre. Et puis, je crois que c'est ce que j'ai dit. Donc, lorsque je parle d'étudier le pouvoir sur, ça inclut la domination, mais c'est pas non plus si noir et blanc. Et il y a beaucoup de mécanismes invisibles. Et je crois que la théorie du pouvoir peut être utile parce que lorsqu'on parle de dominer, dominant, cela suggère une, une, ex- une un phénomène explicite, mais la théorie du pouvoir peut aussi révéler du pouvoir des formes subtiles ou plus implicites. Quelque chose, un pouvoir peut donner de l'empowerment et être émancipatoire d'un côté et peut avoir aussi des conséquences sur la domination. Et je crois que la théorie du pouvoir peut contribuer à ces discussions. Je pense aussi que la théorie de la justice peut contribuer à la théorie du pouvoir pour expliciter ces catégories de classe, de genre. Et je crois que parfois, et, et cela me concerne aussi, on voit une analyse très approfondie du pouvoir qui ignore plusieurs dimensions et qui en regarde seulement une. Et nous ne pouvons pas étudier tout le temps, mais le garder en considération. Merci. Je lis dans les questions, je vais l'interpréter à ma façon, mais je lis que on se pose la question, je pense qu'on la complexité du concept de pouvoir que vous développez est peut-être un peu confrontante parce que on met de l'avant des choses comme la non-durabilité, unsustainability, ou encore la situation dans certains pays du Sud où la démocratie est inexistante ou, disons, faible. Et dans ces cas, comment je dirais, est-ce que vous vous êtes confronté finalement à cette vision plus dualiste où il y a des dominants et on devrait arrêter de donner trop de nuances pour se concentrer sur la critique de la domination. Je donne un exemple. Mon collègue Yves-Marie Abraham à HEC Montréal a une question dans le chat qui dit pourquoi continuer à utiliser une notion aussi vague et ambivalente que celle d'innovation sociale transformatrice? Pourquoi ne pas préciser le contenu de cette transformation sociale? Dire clairement de quel monde on ne veut plus et de quel monde on souhaite. Alors, vous voyez l'exemple ici. Est-ce que vous voyez une contradiction entre votre pensée sur le pouvoir et une affirmation peut-être un petit peu plus engagée ou radicale comme celle-là? Yeah, thank you for that question. Merci pour la question. En effet, dans plusieurs contextes d'innovation en recherche, nous devons expliquer pourquoi nous parlons de pouvoir. Et la question arrive aussi, mais pourquoi utilisez-vous le mot innovation? J'ai eu des discussions avec des mouvements sociaux, avec des écologistes qui disaient que c'était problématique.
Et je me pose toujours la question, très souvent la question, pourquoi est-ce que je me concentre sur l'innovation sociale? Pourquoi je n'appelle pas ça des alternatives ou des mouvements sociaux? Et la raison pour laquelle je conserve cette notion est double ou triple. Premièrement, cela concerne l'histoire de la recherche en innovation technique. La notion de l'innovation sociale est une façon de sensibiliser et sur le discours sur l'innovation sociale et, et de dire qu'il prend toujours place dans un contexte social. Il y a de la recherche sociologique sur l'innovation technologique, mais l'emphase est toujours sur la technologie. Et la force de l'innovation sociale peut être d'amener une perspective critique sur les discours optimistes sur l'innovation technologique. C'est un projet politique en soi de montrer l'attention sur les aspects sociaux. La question, pourquoi innovation? Et je crois qu'on pourrait aussi utiliser le mot préfiguratif, mais c'est un mot très abstrait qui m'a pris longtemps à circonscrire. Et donc, j'utilise innovation sociale. Et donc, beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'attention sur les manifestations, sur la domination. Et les travaux de Monticelli reconnaissent le préfiguratif, la création de quelque chose de nouveau, avec un potentiel politique nouveau. Et ceci est inscrit dans la question de l'innovation sociale. La capacité inhérente des humains à commencer quelque chose de nouveau pour contester l'ordre établi. Ceci me mène à la question du pouvoir, dans le sens où le pouvoir est important pour étudier l'innovation, mais vice-versa aussi. Pour comprendre le pouvoir et comment le pouvoir peut changer, l'innovation est cruciale. C'est ce que je voulais dire par le fait de reconnaître le pouvoir innovateur comme un pouvoir en soi. Oui, mais les gens disent: «Oh, mais bon, ce n'est pas vraiment le pouvoir, c'est de la créativité, pourquoi appelez-vous ça le pouvoir?» Mais si on y pense, si le pouvoir a quelque chose à voir avec la façon dont le capital et les ressources sont distribués, et, et la domination agit aussi de cette façon, à partir du moment où on peut créer des nouvelles ressources ou des ressources différentes ou de les combiner de façon créative, ceci crée des potentiels de changement de ces relations de pouvoir. L'innovation est un concept crucial aussi pour comprendre le changement. Nous n'avons pas à nous concentrer sur comment les choses pourraient changer. Nous pouvons aussi regarder les éléments de domination qui sont présents, mais de reconnaître l'innovation comme une façon de changer les relations de pouvoir. Merci. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire par relational, relationnel? Vous utilisez ce terme dans votre présentation. Et puis, il y a une question qui me fait penser à ça dans le chat. Karina Benesaya, qui, je pense, est postdoctorante à l'Université McGill, qui vous demande comment on définit qu'est-ce qui est innovateur. Vous venez de le faire, mais qu'est-ce qui est juste aussi? Et en fait, si c'est relationnel, est-ce que ça ne veut pas dire que tout dépend de l'œil de la personne qui regarde? Je le traduis comme ça, in the eye of the beholder. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'idée de relationnalité amène aussi un certain relativisme dans la pensée? Yes, so there is, but I don't think it's necessarily needs to be purely constructivist. Je I ne think crois pas que ça doit être purement constructiviste. Le terme innovation, un des mythes sur l'innovation sociale est que ça concerne seulement des objets nouveaux. Et je vois aussi que je l'utilise, ce mot nouveau.
beaucoup. Mais lorsqu'on le regarde d'une perspective relationnelle, et ça a été étudié dans d'autres projets de recherche, mon collègue Bruno Pell, je ne pouvais pas l'inclure dans la discussion parce qu'on est en mode webinaire, mais une des choses sur lesquelles nous avons mis l'emphase est que l'innovation sociale n'est absolument pas à propos de choses nouvelles et la plupart du temps ne concerne pas de choses nouvelles. Il s'agit plus de réinventer des vieilles choses et de les inscrire dans un nouveau contexte. Donc, c'est de voir des choses en contexte et en relation et de réinventer, ajuster à ce genre d'action. Il y a aussi la perspective relationnelle comme critique à l'approche de transition, qui a une perspective plus structurée, ou l'analyse des limites des systèmes de façon vraiment claire. Et puis, ici, nous avons une ontologie plus horizontale, où nous regardons la relation entre plusieurs choses, plutôt que de regarder une analyse structurelle. Donc, c'était un tout petit résumé sur la question de la relation. Merci. Je voudrais rappeler aux participants qu'il est possible de poser des questions dans le chat à droite de votre écran pour que je puisse les transmettre. Et d'ici la réception d'une prochaine question, je m'interroge sur les Power Contestations, en fait. Vous les avez décrits, je pense qu'il y en avait 6 ou 7. C'est en fait très intéressant. Je pense que c'est une typologie importante qui est issue de votre travail. Est-ce que dans ces 6 ou 7 dualités ou polarités peut-être, est-ce qu'il y en a qui sont, à votre avis, plus importants? Est-ce que finalement, il n'y a pas 2, 3 éléments qui permettent de définir le pouvoir plus que les autres? Yes, thank you. Oui, merci. C'est une question vraiment difficile qui revient toujours à chaque projet de recherche, dans chaque Power Lab. À chaque fois, mon désir est de regarder les 7 contestations, mais c'est souvent impossible. C'est une question vraiment sérieuse parce que la plupart des projets de recherche ne prennent pas le pouvoir comme centre de leur recherche et nous devons être très créatifs si nous voulons faire l'analyse du pouvoir sans que ce soit le point focal. Nous devons ajouter une analyse du pouvoir sans absorber tout le sujet. Sinon, ce sera toujours ignoré. Les gens disent souvent, mon Dieu, c'est tellement un sujet énorme que je veux rester loin. Et donc, au lieu de dire que nous devrions choisir un des 7 ou 3 des 7, l'important est de conserver une perspective dialectique. Donc, si on fait une analyse foucaldienne sur comment le pouvoir est contraignant et que nous sommes capturés par les structures, et Foucault dit aussi beaucoup de choses qui complémentent et contredisent ceci. Mais si on regarde une analyse structurelle classique, il y a aussi une responsabilité de se poser la question à travers cette analyse, à travers mes données empiriques. Est-ce que je vois aussi des éléments d'agencéité, de pouvoir émancipatoire? On peut se concentrer sur une seule forme de contestation, mais toujours en regardant plusieurs côtés de cette même contestation. Donc, lorsqu'on regarde le pouvoir sur et le pouvoir avec, et vice-versa, ou lorsqu'on se concentre sur l'empowerment, ça ne veut rien dire de regarder l'empowerment sans regarder le disempowerment, donc le manque d'empowerment. C'est plus important que de regarder les 7 points.
There's no more questions, I think. Mais pardon, je vais parler en français. Il y a de nouvelles questions, mais j'avais commencé à en formuler une dans ma tête parce que Flore Avellino, vous avez été quand même au cœur du développement du champ des Sustainability Transitions. Vous travaillez à Drift, qui est un centre de recherche important dans ce champ. Et je vous ai présenté un peu comme une de celles qui a challengé, qui a défié le cadre, le multi-level perspective, par exemple, pour y introduire plus de pouvoir. Est-ce que vous pourriez, parce que le champ des Sustainability Transitions quand même a été et encore utilisé pas mal par les chercheurs du CRISE. Alors, je m'interroge sur quelle était la critique principale que vous aviez à l'égard de ce champ sur la question du pouvoir. Il y a Bonopel dans le chat qui fait une référence à ça en disant que les chercheurs de Sustainability Transitions n'aiment pas parler de pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à suggérer? Quelle était votre critique et votre solution pour animer le champ des Sustainability Transitions? So I think there's two questions, Je right? crois qu'il y a deux questions ici. La question de la perspective multiniveau et puis de voir comment la recherche sur la transition peut s'exprimer sur le pouvoir. On va commencer avec la perspective multiniveau. Où commencer? Peut-être que je devrais commencer en disant que tous ceux qui critiquent, ou la majorité de ceux qui critiquent, c'est un grand compliment à cette perspective multiniveau. C'est quelque chose de très puissant comme perspective. Je ne sais pas si tous ceux qui m'écoutent connaissent cette perspective et je vais voir comment je pourrais formuler ma critique pour être comprise. Alors, c'est la question du paysage macro, tout ce qui est à l'extérieur du système sous étude. Donc, par exemple, si on regarde le système de transport aux Pays-Bas d'une perspective multi-level, tout ce qui est à l'extérieur du système de transport sera considéré comme exogène. Et donc, par définition, le paysage est considéré comme extérieur à l'action humaine et je crois que c'est un non-sens. Donc, de regarder qu'est-ce qui était quelque chose qui est à l'extérieur du transport, du secteur du transport, ne veut pas dire que ne peut pas être influencé par quoi que ce soit. Si on prend l'exemple du mouvement environnemental, c'est un exemple d'un développement exogène à l'extérieur du transport, du secteur du transport. Mais c'est quelque chose que nous avons créé et développé ensemble. Et ça prend du temps. Et il y a du pouvoir, il y a des relations de pouvoir à ce niveau macro. Et il y a quelque chose à propos de la perspective multiniveau qui tend à reproduire cette idée que tout ce qui est alternatif appartient à une niche et ça devient presque ironique de reproduire cette idée. De dire que ce qui est innovateur est dans une niche et c'est supprimé par le régime. Par exemple, dans les mouvements environnementaux, ce n'est pas dominant, ce n'est pas une niche, ce n'est pas un régime, mais c'est une tendance contre. Et il y a des mouvements sociaux qui ont des pouvoirs compensatoires. Et donc, on ne peut pas dire qu'un paysage est exogène, il est endogène à l'action humaine. Je ne sais pas si j'ai bien compris la dernière question, mais j'ai remarqué que dans plusieurs conférences sur la transition, on parle beaucoup de pouvoir, mais cela arrive souvent en conclusion, en disant que nous devrions l'adresser plus, en parler plus. Et plusieurs chercheurs ont étudié le pouvoir dans les transitions durables. Donc, ça a été fait, nous n'avons pas besoin de répéter. Je le fais moi-même, je réalise. Faisons-le et avançons. Mais pour répondre à une de vos questions précédentes,
Il ne s'agit pas non plus de se concentrer seulement là-dessus. Ça peut être une dimension, mais pas la seule dimension. Et je crois que dans les transitions durables, je ne sais pas si mon collègue est d'accord, mais en- la politique et le pouvoir a une place en tant que dimension importante dans ce domaine. Il y a du développement, je crois que de plus en plus de personnes portent une attention là-dessus. Et là est arrivée la COVID-19. Il y a des questions dans le chat. Une de ma collègue Marie Langevin de l'UQAM et une de Elda Nacho-Apiné qui vous demande un peu comment la pandémie a changé vos pratiques de recherche ou peut-être même amené un certain questionnement sur votre théorie du pouvoir. Donc, autant au niveau de la pratique que de la réflexion, qu'est-ce que vous constatez relativement à cette pandémie et son impact sur vos travaux et le milieu peut-être universitaire sur les innovations sociales? Thank you for Merci. that question. So without going into the details of Sans entrer en détail sur les défis du travail à partir de la maison, être en chaussettes lorsqu'on fait une conférence d'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la recherche en plein cœur d'une pandémie? Je crois qu'une des choses principales que la pandémie a montré est l'importance du matériel et des vies organiques. Avec mes études en sciences politiques, je suis plus du côté socio-constructiviste et j'ai travaillé beaucoup sur les transitions durables en innovation et je me suis trouvée souvent à dire oui, il y a le social, il y a le politique, nous devrions mettre l'emphase plus là-dessus, pas seulement regarder le matériel et le technologique. Mais maintenant, comme j'opère dans des domaines qui regardent le pouvoir, je remarque le contraire, qu'il y a trop peu d'attention donnée au matériel comme source de pouvoir. Lorsque j'ai défendu ma thèse en 2011, j'avais une perspective d'agencéité sur le pouvoir, que le pouvoir était exercé par des agents. Et je reviens de là. J'ai une perspective beaucoup plus dialectique. Ce sont les structures et le matériel qui font l'exercice du pouvoir. Il y a aussi l'agencéité. Et je crois que c'est la partie la plus importante encore aujourd'hui. Mais la pandémie a montré le pouvoir du monde matériel, ou nous l'a rappelé pour ceux d'entre nous qui l'avaient oublié. Et je crois que la pandémie nous montre qu'elle fait ressortir les pires aspects humains, mais aussi des magnifiques initiatives solidaires. J'ai vu que les gens font des blagues sur la vaccination aux États-Unis comme une façon d'avancer plus vite vers des soins de santé universels. Ça nous montre à quel point nous pouvons changer en un court laps de temps et ça fait ressortir aussi le pire chez les gens. Et je crois qu'on peut dire la même chose sur l'innovation sociale, qu'elle fait ressortir la créativité des gens et la collaboration, mais qu'elle fait aussi ressortir des aspects très obscurs. C'est la même chose avec le pouvoir. Nous associons le pouvoir à quelque chose de négatif, mais il y a un côté positif au pouvoir qui implique, et c'est de regarder l'interaction entre les deux. Je crois que ce sont les deux choses principales que la pandémie m'a apportées. De manière assez courte, vous étudiez les réseaux translocaux
comment cet aspect translocal permet de répondre différemment, mieux peut-être, aux enjeux de pouvoir ou aux enjeux matériels comme celui de la COVID que vous venez de mentionner. Comment vivre ces enjeux-là au niveau local est différent de les vivre dans un réseau quand on est connecté avec d'autres initiatives similaires à travers des acteurs intermédiaires et tout ça. Donc, on n'a pas encore beaucoup parlé de l'aspect empirique de votre présentation. Est-ce que vous voyez des différences peut-être? Yes. So thank you for asking that question because it was actually one of the darlings I had to kill in my summary. Je voulais en parler lors de ma présentation, donc merci de me poser cette question. Comment... D'abord, on voit une hypothèse que l'empowerment translocal, c'est-à-dire le fait que les gens s'impliquent dans des projets locaux desquels ils peuvent voir les impacts, mais font partie d'un mouvement global aussi, c'est très important. Et nous disons que c'est peut-être une façon alternative d'intégrer le pouvoir plutôt que de créer des problèmes dans le pays, de perturber le pays. Donc, c'est une façon d'augmenter le pouvoir qui est différente de celle de renverser le gouvernement national, par exemple. C'est une autre façon de perturber le régime et d'intégrer, qui est très importante. En même temps, pour chaque réseau translocal qui est innovateur socialement, il y a aussi des réseaux de lobby. Et donc, pour les recherches futures, j'aimerais sortir de cette pensée sur le préfiguratif, les mouvements sociaux, et de chercher l'endroit où ils se rencontrent. Parce que nous avons beaucoup d'exemples très beaux, par exemple, le réseau européen de coopératives énergétiques est un bel exemple de comment les initiatives locales peuvent créer un réseau translocal et amener leurs revendications beaucoup plus haut pour des changements de politique. Mais si nous comparions ce pouvoir au pouvoir des réseaux des énergies fossiles, y a-t-il une façon de comparer ça et leurs interactions? C'est quelque chose que je regarderai dans le futur. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si cette question de l'empowerment translocal se situe, je ne sais pas, je crois que ça peut mener à de l'empowerment et un changement transformatif, mais je suis consciente qu'il y a aussi des dynamiques de reproduction. C'est donc une conversation qui n'est pas terminée. Ce sera donc au plaisir de continuer d'en discuter avec vous et de lire vos articles. Je vous remercie, Flore Avellino, pour la présentation. Nous touchons la fin de cette conférence. Je m'excuse si je n'ai pas réussi à véhiculer votre question dans le chat, mais je trouve que ça a été une séance très intéressante et très bonne pour la contribution au thème du colloque. Donc, je remercie tout le monde. On se retrouve, je pense, dans une quinzaine de minutes pour un atelier. Et puis, on se voit un peu plus tard. Donc, merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Flore Avellino, pour votre contribution et la discussion. Très intéressant.